Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet et l'équipe Basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au cas des naturalisations devenues monnaie courante dans le basket international. Alors, pourquoi cela, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que demain, à Cluj, en Roumanie, l'ex-joueuse américaine Bria Hartley fera ses grands débuts en équipe de France. Récemment, la fédération française avait aussi approché le pivot star des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, provoquant une levée de boucliers chez certains joueurs de l'équipe de France. Et pour cause, si Embiid parle français, il est surtout de nationalité camerounaise et n'a pour le moment aucun lien, que je sache, avec la France. Pourtant, l'histoire des Bleus, U et EUS évidemment, c'est aussi écrite avec des talents nés à l'étranger. Crawford Palmer, médaillé d'argent à Sydney, Tariq Kirksey, Isabelle Yacoubou, Joachim Noah, pour ne parler que des cas les plus récents. Et partout dans le monde, en tout cas sur la planète FIBA, qui n'autorise qu'un seul naturalisé, on voit apparaître des changements de passeport sportifs. Les exemples les plus marquants, J.R. Holden pour la Russie, Bo McCaleb pour la Macédoine, Bobby Dixon pour la Turquie, etc., etc. Bref, pour débattre de ce sujet passionnant et m'accompagner pendant une grosse demi-heure, un casting de passionnés triés sur le volet. Liliane Trévisan, bonjour Liliane. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour à toutes aussi. Salut Gaëtan. Salut tout le monde. Et bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Elle est née le 30 septembre 1992 à North Babylon. Elle est double championne NCAA avec Connecticut. Elle a 26 ans et elle va faire ses grands débuts demain soir en Roumanie à Cluj, au poste d'arrière-meneuse. Je veux évidemment parler de Bria Hartley, qui va commencer donc une nouvelle carrière, une carrière française avec le maillot des Bleus sur le paletot. Une situation qui fait débat dans le basket féminin français, dans le basket français, dans le basket tout court d'ailleurs. Liliane, je crois que tu travailles pour un article qui apparaîtra demain dans l'équipe sur ce sujet. Alors Bria Hartley, elle est française ou elle n'est pas française ? Alors, on tourne toujours un petit peu en rond dans ce débat sur les naturalisations. On a tendance parfois à faire des amalgames, à trouver qu'il y a des naturalisés déontologiques et d'autres moins, ce qui est vrai. Alors, Bria Hartley, elle a vraiment une filiation française. Sa grand-mère était alsacienne, vivait en Alsace. Pour ceux qui connaissent un peu l'Alsace, du côté de Haguenau, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Elle s'appelait Christiane Beyers, ce qui est un nom alsacien, s'il y en a vraiment un nom alsacien. Et elle est tombée amoureuse, comme ça a été souvent le cas dans ces années post-Deuxième Guerre mondiale, d'un soldat américain qui était en mission en France. Elle est tombée amoureuse, elle l'a épousé, elle est partie vivre aux États-Unis. Elle a eu des enfants, dont la mère de Bria Hartley. Et donc Bria Hartley, par filiation, par sa grand-mère, a effectivement des origines françaises. Ce n'est pas pipoté, ce n'est pas inventé. Les médias basket ont parlé à sa mère. Elle a un passeport français. Sa mère parle français. Son frère parle également français, m'a-t-on dit. Par contre, elle, effectivement, ne parle pas vraiment français. Elle ne parle pas français. Elle n'a pas vécu en France, elle n'a jamais essayé de s'installer en France, mais on ne peut pas lui contester sa filiation française. Donc c'est pas une naturalisée bidon, comme on a tendance à dire quand des mecs achètent un passeport polonais, macédonien du jour au lendemain alors qu'ils n'ont jamais connu ce pays. Elle a vraiment une filiation française, donc ça en fait effectivement quelqu'un qui pourrait être légitime par filiation. Après, il y a d'autres sources de légitimité, c'est le jeu, c'est l'intégration, voilà, est-ce qu'elle peut apporter ou pas, est-ce que c'est un projet ou pas, voilà. Mais sur ce qui concerne ses origines, oui, il n'y a pas de doute, vous pouvez aller visiter son village de naissance qui s'appelle Mittisheim, du côté de Haguenau, et donc, le village de naissance de sa grand-mère, pardon. Et donc, oui, il n'y a pas de doute, sur ce plan-là, elle est réglo, quoi. Alors, Bria Hartley, elle arrive en équipe de France pour plusieurs raisons, au-delà de sa filiation, en tout cas. Elle est joueuse en Turquie dans un club qui est coaché par la sélectionneuse Valérie Garnier, c'est sans doute pas anodin. Elle arrive aussi à un moment où l'emblématique meneuse précédente, Céline Dumerc, est partie à la retraite. Alors est-ce qu'on n'est pas dans un concours de circonstances heureux pour l'équipe de France de basket, sachant que la fédération française jusqu'à présent s'était plutôt positionnée sur une ligne relativement droite, à savoir les joueuses qui sont en équipe de France sont des joueuses issues de la formation française. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas des joueurs, des joueuses. Alors est-ce qu'on peut parler de naturaliser justement En fait, Valérie Garnier dit bien c'est passé par filiation. C'est une naturalisation sportive. Voilà, à l'origine, tout à fait. Hartley, sa fédération d'origine, là on parle bien de fédération et pas de droit du sol ou de droit du sang, sa fédération d'origine, elle est américaine. L'autorisation a été demandée à Team USA. Donc en fait, elle est franco-américaine. Elle est franco-américaine, elle a la double nationalité, comme Tony Parker, comme Edwin Jackson, comme George Eddy. Voilà, c'est une franco-américaine. Elle a fait les sélections jeunes avec les États-Unis. Elle a d'ailleurs battu l'équipe de France en jouant avec les États-Unis. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on
vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on pourrait avoir une tendance à voir ce choix comme quelque chose d'un peu absurde. C'est surtout qu'on n'a pas l'habitude, nous en France, dans nos sélections, de voir des joueurs ou des joueuses naturalisés. Et l'exemple de Joel Embiid, dont on va peut-être pouvoir reparler tout à l'heure, avait provoqué d'ailleurs un débat chez les joueurs au sein même de l'équipe de France, qui ont des avis divergents. Alors c'est drôle parce que dans une enquête qu'avait fait Basket Europe justement au sujet de Bria Hartley, ils avaient souligné qu'on a déjà eu des joueuses américano-françaises, donc des naturalisées par le passé, Kristen Sharp et Géraldine Saint-Ilus, qui ont joué ces dernières années en équipe de France. Malheureusement, les deux, c'était pas très très bien terminé. Donc on va voir si ça va mieux se passer avec Bria Hartley. À ceci près que Géraldine Saint-Ilus n'a pas joué de match officiel en compétition. Elle est arrivée, elle a joué une douzaine de matchs amicaux et il y a eu une espèce de hiatus entre les deux. Elle est partie faire un break et elle n'est jamais revenue en fait. Voilà. Et vous ne parlez pas d'Isabelle Yacoubou? Oui, Isabelle Yacoubou. Alors Isabelle Yacoubou, béninoise, a été au Bénin jusqu'à ses 16 ans, mais est arrivée donc en France très très jeune, a été formée à Tarbes, ça personne ne peut le contester, elle a grandi à Tarbes, au basket et dans sa vie d'ado puis de femme. Donc elle, personne n'a jamais osé contester quoi que ce soit sur le fait qu'Isabelle Yacoubou soit française. Elle parlait très bien français, elle adorait notre pays, elle était installée en France. Voilà, pour qui a connu Isabelle Yacoubou, oui, elle était plus française que béninoise. A priori, quand on la voyait, si on ne connaissait pas son passé, on la prenait tout à fait pour une Française et on n'avait pas l'idée qu'elle ait grandi jusqu'à 16 ans en Afrique. Et pour reprendre ta question initiale, concernant le concours de circonstances, je peux concevoir qu'on ait l'impression que ce soit un alignement des planètes, mais au final, si la joueuse, il me semble, a montré qu'elle avait un certain attachement à la France, donc elle parle peut-être pas le français, mais de par ses origines, son intérêt, sa culture familiale, elle a montré qu'elle avait un certain attachement et à côté de ça, ça peut faire les affaires de l'équipe de France et qu'elle parvient à s'y intégrer. En fait, je pense que c'est comme au même titre que d'autres joueuses qui ont réussi cette intégration de par le sol. Du coup, on peut pas trop lui contester. On parle, tout à l'heure, Gaëtan disait naturaliser, mais effectivement, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Elle a un passeport, elle est de nationalité française, mais elle n'est pas naturalisée. Et je pense que le vrai débat, il est sur cette confusion de nationalité ou pas, quoi. Donc, après... Mais est-ce que pour jouer en équipe de France, il ne faut pas tout simplement être issu de la formation française? Pour jouer en sélection nationale, la FIBA autorise une naturalisation par sélection. C'est légal, c'est pas quelque chose qui va contre les règles établies par la fédération internationale. Donc est-ce qu'on doit nous donner... Après, c'est un sentiment individuel de chacun. On peut pas imposer, parce qu'on est français et que la sélection française, on la voit d'une certaine manière, de dire que nous, spécifiquement, on va refuser les naturaliser dans notre équipe. C'est individuel, c'est personnel. Ça doit pas être une fédération à part. Dans toutes les fédérations européennes, ça se fait. Le dernier Eurobasket en 2017, il a commencé. Il y avait 11 sélections sur 24 qui ont profité de cette règle de la FIBA pour utiliser un naturalisé. Et en général, c'était un Américain. Ça pose comme la question du sens, même si c'est légal. On sait qu'il y a des sports qui vont dans des dimensions beaucoup plus importantes. On pense au handball, si vous vous souvenez du fameux championnat du monde qui s'est terminé au Qatar. Le Qatar, sur les 16 joueurs qui étaient alignés, il y en avait 14 qui n'étaient pas d'origine étrangère, qui étaient étrangers, qui étaient naturalisés par décret, comme a pu l'être J.R. Holden sur un décret de Vladimir Poutine. Si on se bascule un petit peu en arrière, Liliane, je sais que tu avais travaillé là-dessus en amont de l'Euro 2015. Chaque sélection, quasiment, c'était pas le cas de l'équipe de France, mais présentait un naturalisé américain qui n'avait aucun lien direct, aucun lien culturel, aucun lien, culturel, social, affectif avec la sélection qu'il représentait. J.R. Holden ne parlait pas russe, ne le parle toujours pas à ma connaissance. Bobby Dixon, certes, a pris un nom... turc. Un peu plus couleur locale. Mais là, il est aujourd'hui considéré comme trop vieux, donc la Turquie est en train de chercher un autre meneur pour remplacer Bobby Dixon, c'est quand même assez intéressant. Ali Mohamed. Voilà, d'ailleurs, c'était en référence à Mohamed. Bien sûr, exactement. McCaleb avec la Macédoine, je suis pas sûr qu'il maîtrise bien les rudiments locaux, etc. Il avait dit qu'il savait pas dire bonjour en macédonien, il l'ignorait royalement. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Quel sens ça a de permettre comme ça à des Américains de prendre des passeports de complaisance, si ce n'est alimenter un deuxième marché qui serait autre que celui des clubs
Tout à fait. Ça n'a pas. Alors, de l'extérieur, si on défend farouchement le principe de sélection nationale, si on considère que les sélections nationales, de par le fait de la multiplication des compétitions de clubs privés, etc., sont en danger, qu'il faut les préserver, qu'il faut peut-être aller un petit peu au-dessus de ce qui est permis, légal ou pas. Enfin voilà, défendre l'identité d'une sélection nationale, si on permet de naturaliser sauvagement des gens dont la naturalisation est juste destinée à faire gagner une compétition ou à leur offrir un passeport qui va leur permettre de se vendre beaucoup mieux après sur le marché, c'est quand même quelque part une dérive. Et c'est vrai que l'Euro féminin 2015 avait atteint des sommets à ce niveau, puisqu'il y avait 20 équipes en lice, il y en avait 10 qui avaient été naturalisées, et je les ai interviewées, ces filles, je les ai toutes vues, et il n'y en a pas une qui était authentique, quoi. Pas une qui était authentique. J'ai vu Julie McBride, qui était polonaise, qui m'a dit « Oh ben moi, j'ai joué 7 ans en Turquie, en fait, ce que je voulais, c'est avoir un passeport turc, mais la législation a changé, j'ai pas pu, donc je suis polonaise. » Voilà. J'ai vu des filles comme Danielle Page, qui jouait à Bourges 2 mois avant, que j'ai retrouvée sous le maillot de l'équipe serbe, ce qui a fait hurler Valérie Garnier. La même Valérie Garnier qui va coacher aujourd'hui Bria Hartley m'a dit « Page, elle était chez nous à Bourges il y a 2 mois, elle est pas serbe, elle parle pas serbe, elle a jamais mis les pieds en Serbie, et maintenant je la vois jouer sous le maillot serbe contre nous. » Et en plus, elles ont gagné la finale. Donc c'est sûr que ça crée un peu de ressentiment. Mais c'est vrai qu'il y a une perversion à ce niveau-là, et je ne vois pas en quoi ça aide le basket, parce que c'est souvent des nanas ou des mecs qui font 1 euro, 2 euros, bon, il y en a qui font un peu plus que ça, qui aident à gagner une compète ou à bien se classer, et qui surtout, comme m'avait dit une de ces Américaines naturalisées, je crois, monténégrine, elle m'avait dit, moi, ça me permet d'avoir un statut de bossman et je peux me monnayer partout en Europe. Elle dit, pour moi, c'est extraordinaire pour ma carrière. Elle n'avait absolument rien à cirer de jouer pour une sélection, mais par contre, pouvoir se vendre en Europe à des tarifs avantageux, comme elle était américaine et quand même de meilleur niveau que beaucoup de joueuses européennes, pour elle, c'était le nirvana. Donc, on arrive effectivement dans un système qui n'est pas très sain, et malgré le fait qu'effectivement, on est dans un monde de globalisation, de libre circulation des gens, voilà, on peut pas empêcher les gens de travailler, mais c'est vrai que si on veut s'en tenir à la préservation de l'identité d'une sélection, parfois il faut être beaucoup plus vigilant que ne l'est actuellement la FIBA qui délivre des passeports à tour de bras. Voilà, en gros, c'est le fond du débat, c'est pas tant les joueurs qui profitent du système, c'est le système en lui-même finalement. Enfin, c'est ce que soulevait aussi Gaëtan. Moi, il y a quand même un aspect qui m'embête, c'est qu'à partir du moment où ce serait autorisé, pourquoi est-ce que nous en France on s'en priverait par principe pour dire on a des valeurs si on avait accès à un joueur, je pense tu parlais de Joel Embiid, si on a accès à un joueur tel que Joel Embiid, que le règlement nous le permet, nous on va dire non, trop peu pour nous, tout le monde va le faire sauf nous, mais au moins on aura la défaite saine et nos valeurs seront préservées. Voilà, le système le permet actuellement. Je pense que là où il faut se rejoindre sur une valeur, c'est il faudrait que le joueur s'investissent, ne disent pas je veux jouer la Coupe du Monde avec vous et puis vous me reverrez pas derrière. Donc il me semble que c'était Bo McCaleb qui a signé un contrat avec la fédération, c'était 5 ans, il s'engageait pour 5 ans et du coup il s'imprègne un petit peu de la culture. Bon, on peut trouver des moyens de rajouter des éléments au système, ou alors dans ce cas-là on change complètement le système et on ferme les sélections naturalisées. Dans ce cas-là ça veut dire derrière aller impacter aussi peut-être les fédérations, chaque fédération, parce qu'en France on autorise un certain nombre de joueurs non formés localement dans les équipes, etc. Donc en fait est-ce que la préservation elle commencerait pas déjà au plus bas des étages pour instaurer un peu cet état d'esprit de l'équipe nationale c'est un joueur formé sur le territoire. Mais là, c'est un débat qui est du coup encore plus vaste, quoi. Après, des fois, même dans ces naturalisations, on retrouve des cas qui sont un peu plus cohérents. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des absurdités, mais on en a aussi certains où on parlait de sens. En général, ça a souvent un sens uniquement sportif. Mais par exemple, Blake Shelb en République tchèque, qui est donc un Américain d'origine américaine, mais qui joue en sélection tchèque. Sa femme est tchèque, ses enfants parlent tchèque. Il y a Jamar Wilson aussi, qui est lui en sélection finlandaise. Sa femme est finlandaise. Donc là, ça a un sens, comme on peut en trouver à Bria Hartley par filiation familiale. Ça a un sens. Après, par exemple, c'est vrai que l'exemple qui m'a le plus marqué récent, c'était Anthony Randolph en Slovénie, qui donc aidait la Slovénie à gagner l'Eurobasket l'été dernier, et qui, maintenant que la Slovénie, a priori, devrait avoir la Coupe du Monde de loin, a déjà dit qu'il envisageait de prendre sa retraite internationale. On l'avait même vu pendant que ça marchait bien à l'Euro, dans les vestiaires, pendant que son équipe célébrait, on le voyait sur son téléphone penché, à voir en gros les célébrations de loin entre les Doncic et les Dragic. Il était impliqué sportivement, mais du reste, ça n'avait aucun sens.
Et voir Joel Embiid débarquer en équipe de France, est-ce que c'est un débat, messieurs, dames, que vous comprenez Tony Parker, Evan Fournier, Edwin Jackson s'étaient émus de cette possibilité en disant que pour le coup, ouais, ça n'avait pas de sens. Parce que quand vous intégrez un joueur de l'extérieur, c'est une place de perdu. Bria Hartley va prendre la place d'une meneuse française, d'une joueuse issue de la formation, qui a pu, quand elle a commencé le basket, quand elle a intégré un pôle, un centre national, espérer, imaginer endosser ce maillot. C'est un drôle de message aussi qui peut être envoyé que celui-là. Alors, je me fais l'avocat du diable volontairement. Tout à fait. Il y aura toujours deux façons de percevoir la chose. C'est qu'effectivement, ça va prendre la place d'une jeune joueuse, ou ça va en tout cas rejeter un petit peu plus derrière la barrière une jeune joueuse en devenir qui effectivement ne pourra pas s'exprimer comme elle le devrait. On peut le voir comme ça, comme un obstacle, comme un blocage. On peut aussi dire qu'une jeune joueuse, je dis Alix Duché, qui est censée être une meneuse d'avenir pour l'équipe de France, elle a 20 ans, qui joue derrière Bria Hartley, va pouvoir entrer sans trop de pression, sans trop d'inhibition, en se disant de toute façon, si je ne suis pas dans le coup, si ça ne va pas, je sais qu'elle est là et elle reviendra et je ne vais pas pénaliser l'équipe. Donc elle sera déchargée d'une certaine forme de pression et elle peut aussi apprendre au contact d'une joueuse comme Bria Hartley, parce qu'il y a les matchs, mais il y a les entraînements, il y a la vie dans le groupe, il y a le quotidien. Et des joueuses comme ça, pour peu qu'elles soient mentalement saines et bien intégrées dans le groupe, peuvent effectivement aider des jeunes à progresser aussi. Elles ne sont pas forcément uniquement un obstacle. Si elles ont la bonne mentalité, si elles ont envie d'apporter quelque chose, elles peuvent aussi aider des jeunes joueuses ou de jeunes joueurs moins aguerris à progresser et à apprendre des choses. Pour reprendre ma question et pour répondre à Lily, est-ce que Embiid il a cette mentalité, si la fédération française, parce qu'on rappelle qu'il y a eu une question posée par un journaliste à Embiid qui a dit ouais la France, bon je suis Camerounais mais la France pourquoi pas, derrière la fédération via Patrick Bisler, le manager général est allé s'enquérir auprès du pivot des Sixers, savoir si oui ou non il avait envie, ça lui dirait de venir jouer pour l'équipe de France, sachant, et c'est sans doute également pareil pour Bria Hartley, que l'optique des Jeux de Paris 2024 est une grosse carotte, et bien évidemment. Alors est-ce qu'il a, Embiid, cette mentalité ? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. On ne sait même pas si... franchement, il a envie de venir jouer en équipe de France. Ça avait été posé comme une question ouverte, et il n'avait pas répondu oui, il avait dit que c'était quelque chose auquel il n'avait pas forcément pensé, ou il dirait pas non, qu'il pouvait éventuellement envisager s'il commençait à y penser. Maintenant, quand on regarde sa situation actuelle en NBA à Philadelphie, son niveau actuel, l'importance qu'il a pour les Sixers et la dimension qu'il est en train de prendre globalement dans la ligue, est-ce que son objectif, est-ce que là, aujourd'hui, Joel Embiid, pendant que nous, on est en train de faire un débat, se dit, est-ce que je vais penser à faire les Jeux 2024 avec l'équipe de France ? Je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Après, est-ce qu'il fallait s'y intéresser ? Est-ce que les gens dans le staff de l'équipe de France avaient raison de le faire ? Oui, il fallait. Parce que si derrière ce message, il y a quelque chose de plus intéressant, est-ce que ce serait pas peut-être le moment de franchir le cap ? S'il y a un moment où il faut franchir le cap, c'est surtout sans doute avec un joueur pareil. Et peut-être qu'il y a le passif de Serge Ibaka qu'on avait raté il y a une dizaine d'années, enfin qu'on avait raté. Serge Ibaka était quelqu'un qui envisageait en tout cas de jouer pour l'équipe de France. Il a dit qu'il aurait plus naturellement joué pour l'équipe de France que pour l'équipe d'Espagne, puisqu'il a finalement fini par jouer avec l'Aurora. Et finalement, il a fini par, en gros, nous battre lors de sa première sélection en 2011 à l'Eurobasket. C'est lui qui, en partie, contribue à faire la différence, alors qu'on l'a raté quelques années auparavant suite à un conflit entre clubs et d'agences. Donc peut-être que ce passif peut avoir un impact dans le futur de l'affaire Joel Embiid. Même s'il faudra payer l'assurance de Joel Embiid pour qu'il joue. Et celle-là, elle va être... Et même si, encore une fois, Serge Ibaka a joué en France avant. Il connaissait la France, il était en France, il a joué en France pour des clubs français. Joel Embiid, il est très loin de chez nous, à tout point de vue. Hein. À part, visiblement, avoir envisagé être passé tout près d'être formé à l'INSEP, d'être passé à l'INSEP, semble-t-il, il n'a aucun lien avec la France. Moi aussi, je suis passé à l'INSEP, mais je ne suis pas sûr de jouer en équipe de France. Après, c'est vrai, je te laisse la parole tout de suite, Amaury, une raquette avec Embiid, Gobert, Fall, Mustapha, puisque pour le cas de Youssoupha, là aussi la Fédération française est en voie d'essayer de naturaliser. Alors lui, c'est pareil, il est franco-sénégalais, mais la Fédération sénégalaise ne veut pas lâcher Youssoupha Fall, donc on va suivre le dossier. Mais une raquette Embiid, Gobert et Mustapha Fall, ça fait rêver quand même, non ? Ça peut permettre de s'asseoir sur certains principes, Amaury ? Mais est-ce que c'est vraiment s'asseoir sur des principes ? Enfin, mais oui. Sur des valeurs, oui, mais on a un règlement qui autorise la chose. Donc à partir du moment où le règlement l'autorise, une raquette Gobert Embiid pour aller chercher un titre, deux titres, trois titres, si Embiid est prêt à s'engager en équipe de France. C'est pas juste faire une pige, c'est dire ok, je prends le passeport français et maintenant ma carrière internationale, je souhaite la développer et c'est uniquement avec l'équipe de France.
Pourquoi on irait s'en priver et avoir la plus belle raquette du monde, tout simplement? S'engager plus longuement, de manière plus pérenne que Joachim Noah. J'en étais sûr. Non, mais c'est vrai. Mais on a cet exemple-là pour venir nous prouver que y a des erreurs de parcours, des erreurs d'investissement. Sur l'état d'esprit, effectivement, c'est pas irréprochable. On peut rappeler, Lily, si tu veux le faire, Joachim Noah, la Fédération française l'a pressé de prendre un passeport français, parce qu'on rappelle, il est né à New York, ouais. D'un père français, Yannick Noah, pas la peine de le présenter, d'une mère suédoise. Mais il avait un passeport dans sa poche gauche américain et dans sa poche droite suédois, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il a été pressé, d'une part, par une forme de pression familiale aussi, parce que son père lui a mis la pression, il faut le dire, et il me l'a dit, et en lui disant qu'il serait tellement fier de devoir porter le maillot bleu, etc. Il a été pressé par la FFBB, et on lui a, voilà. Et comme c'est quelque chose qui lui paraissait pas incohérent, il a dit oui, et il a fait un euro. L'Euro 2011, voilà. En finale contre l'Espagne. Il est pas mauvais. Où il a fait du très bon travail, et quand vous parlez à Vincent Collet de l'Euro 2011, il vous dit que Joachim Noah, c'est un bonheur de mec à coacher, qu'il n'avait jamais eu un joueur qui était à 200% comme ça à tous les entraînements, qui a des cadors de l'équipe de France qui lui arrivaient pas à la cheville en matière d'investissement. Vincent a dit ça. Voilà. Et il a fait un beau passage en équipe de France. Le problème avec Joachim, c'est que dans sa fibre personnelle, dans son style de vie, dans son approche culturelle, il est américain. Et il l'avait dit, souvenez-vous Guillaume, j'avais fait un papier dans l'équipe où il m'avait dit, moi la Marseillaise, ça ne me représente rien pour moi, ça ne me donne pas de frissons. Voilà, j'aime la France, j'aime jouer avec Tony Parker, Boris Dio, j'aime ces gars-là, mais voilà, il m'avait dit texto, j'ai pas la fibre patriotique. Donc, c'est pas le seul, loin de là, dans n'importe quelle sélection. Mais c'est le seul à le dire ouvertement, je pense, un petit peu. Et en fait, il a fait des efforts. Et il m'a dit après, c'est trop compliqué, les stages, partir 2 mois loin des États-Unis, loin de ma famille, de mes copains, de mon cercle proche et tout ça. Il me dit c'était un peu dur. Et donc voilà, finalement, la relation s'est étiolée. Puis après, il y a eu tous les problèmes que Noah a pu connaître de blessures. Mais cet exemple est intéressant parce que effectivement, entrer dans une sélection, c'est pas simplement faire acte de présence, c'est un investissement. C'est pour ça que je reviens au sens que j'évoquais au début sur Bray Hartley. Le sens, c'est vous rentrez dans un process longue durée avec des objectifs collectifs. Vous êtes au service d'un collectif et pas au service d'une carrière individuelle. Ces naturalisations, alors c'est sans doute pas le cas pour Bray Hartley, mais ces naturalisations dont on parlait tout à l'heure sont d'abord des actes d'intérêt personnel. Et c'est ce que souligne Evan Fournier quand il va à l'encontre de l'affaire Joel Embiid, de quand on propose un Joel Embiid dans l'équipe de France. Lui, il dit non parce qu'il avance exactement cet argument. Jouer pour l'équipe de France, c'est pas un acte individuel, ça va pas dans le sens d'une carrière personnelle, c'est un engagement sur le long terme, et puis il parle vraiment d'actes, alors c'est pas patriotique, je sais plus quel est le terme qu'il utilise quand il présente ça, mais c'est un attachement au pays. Voilà, c'est un profond attachement, il faut des racines. Il présente cet attachement-là, sinon pour lui, ça n'a aucun sens. Et c'est le seul argument que lui utilise quand il donne son ressenti par rapport à ça, et ça n'a pas été le seul, parce que Yann Maïni également a dit qu'il était mitigé par rapport à ça. Ouais, Tony Parker là-dessus, dit c'est une question de principe. J'ai rien contre Joel Embiid qui est un bon gars, un super joueur, mais c'est une question de principe. Il dit que ça manquerait terriblement d'authenticité. C'est ça. Voilà. On peut l'entendre. Après, il y a un élément qu'il ne faut pas éluder, et en lisant notamment un dossier de B-Basket sur la question qui rapportait des propos de présidents de fédérations mineures européennes, on va dire, le phénomène s'accentue notamment parce qu'on voit des Américains arriver en Macédoine, dans des pays qui finalement, en termes de vivier basket, est quasiment inexistant. Et en fait, les présidents de fédérations l'expliquaient comme ça. Ils disent, en fait, on n'a presque pas le choix d'utiliser cette règle parce qu'on a besoin de ces joueurs-là pour populariser le basket dans notre pays. Ils prennent pas vraiment la place de joueurs parce qu'en fait, on n'a aucun joueur à ce niveau-là, et donc ils vont venir porter un projet, essayer de faire monter la formation, et on les entoure, et puis susciter des vocations. Les grandes nations, au-delà de l'exemple de Serge Ibaka, parce qu'il y avait quand même un sens à le voir en sélection espagnole, les grandes nations européennes n'ont pas souvent recours à la naturalisation un peu sauvage, comme tu disais Liliane. Donc là, effectivement, il y a des joueurs américains qui en profitent clairement pour pouvoir se libérer sur le marché, mais on ne parle pas non plus sur ces joueurs naturalisés, on ne parle pas de pointures majeures qui auraient éventuellement pu prétendre jouer en sélection américaine ou faire une carrière NBA incroyable. Donc, ça reste aussi quand même des joueurs de seconde zone, et ça n'est pas le cas, par exemple, d'un joueur comme Joel Embiid. Oui, des joueurs de seconde zone, c'est des bons joueurs européens qui peuvent se monnayer en Europe sans aucun problème. Mais qui savent qu'ils n'ont aucune chance
avec leur passeport américain. Bien sûr, et du coup, les fédérations profitent de ce système-là pour récupérer des bons joueurs américains bon marché. Et puis, c'est un passeport contre une possibilité de mieux se vendre derrière. D'ailleurs, je me suis amusé à un petit comptage vite fait avant de vous rejoindre. Et j'ai constaté qu'en Jeep Elite, actuellement, si j'ai bien fait le tour de tous les effectifs, on a 12 Américains naturalisés sur les équipes de Jeep Elite. Ce qui n'est pas non plus exorbitant. Mais on a de tout. On a du Libérien, du Panaméen, du Bosnien, du Tchèque. Et on a un fidèle, Edgy Slaughter, international polonais, 3 € au compteur quand même. Ça peut paraître étrange, mais il a fait 3 €. Est-ce que finalement, cette règle, qui est pas, on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas vraiment une règle permissive, si on se compare à d'autres sports comme le hand par exemple, est-ce que cette règle ne devrait pas être durcie un petit peu toutefois, en laissant par exemple une période de latence entre le moment où le joueur prend le passeport espagnol pour Ibaka, polonais pour Edgy Slaughter, russe pour Holden, etc. En disant voilà, écoute, tu prends le passeport russe, très bien, 2 ans d'attente et tu joueras la Coupe du Monde 2023, 2029. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas la durcir, cette truc-là, pour éviter ça, justement, dire ah ouais, mais tu vas pas pouvoir jouer tout de suite, mon grand. Oui, peut-être que ça pourrait être un peu plus cadré. Après, c'est vrai que quand on compare aux autres sports, la règle, elle est déjà beaucoup plus stricte comparativement. On a vu l'histoire du Qatar au mondial de hand. En rugby, on a juste besoin de jouer dans le championnat d'un pays pour pouvoir intégrer la sélection. On est quand même sur une fédération avec des règles beaucoup plus strictes. Sur des sports qui sont beaucoup moins universels. C'est vrai. C'est pour ça aussi. C'est une manière de promouvoir la discipline en disant oui, bon, peu importe, on n'est pas trop regardant parce que de toute façon, on est tellement peu à jouer qu'il faut qu'il y ait un petit peu de monde. Après, je pense que l'instauration même d'une ou deux règles au pluriel supplémentaires pourrait amener un débat. Qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que ça doit être le fait de pouvoir parler la langue? Est-ce qu'il faut passer un test linguistique pour savoir est-ce qu'on réussit à dire bonjour en macédonien comme Boma Caleb ne le savait pas? Est-ce qu'on doit savoir, est-ce que c'est géographique pour connaître les villes? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Est-ce que ça doit être comme au rugby, ça va passer du temps dans un club d'une ville du pays pour lequel on souhaite jouer en sélection? Sans doute que ça doit se réfléchir. Mais non, j'estime que un naturalisé par sélection, certes, ça amène à ces débordements, mais ça reste quand même relativement cadré. On n'arrive pas à un débordement type Qatar 2015 ou 2017. Quoi. Il y a quand même pas mal de lobbying actuellement à la FIBA pour passer à 2. Donc ça va plus dans un sens que dans l'autre. Et c'est pas celui qu'on est en train d'évoquer. Pour revenir sur ta proposition, attendre 2 ans, finalement, le joueur, pour la plupart des joueurs, ce qui l'intéresse, c'est pas le temps d'attendre, c'est s'il a la garantie d'avoir ce passeport et donc un avenir en club plus radieux, il sera prêt à attendre. Donc finalement, je trouve que la solution, elle est... ça laissera plus de temps aux fédérations pour réfléchir sur l'engagement qu'elles promeuvent ou pas. Moi, je reviens sur l'exemple de Mike Caleb qui signe un contrat de 5 ans avec sa fédération et donc il y a une forme d'engagement. On prend une autre proposition de Gaëtan. Sur ces 5 ans, il s'astreint à apprendre la langue du pays qu'il a naturalisé. Et bon, voilà, il y aura tant de propositions. Effectivement, là, si on passe à 2 naturalisés, on élargit un peu plus sur la 5, problématique. Ça commence à faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Là, effectivement, ça veut dire qu'on cherche plus vraiment à avoir un sentiment d'appartenance à une sélection nationale, mais plus on joue au basket tous ensemble les uns avec les autres. Et puis, la meilleure équipe... congloméré et aggloméré gagnera, quoi. Au final, c'est toujours Team USA qui l'emportera. Sauf si LeBron James nous rejoint pour une deuxième naturalisée d'ici les Jeux 2024, qui sait. Pourquoi pas, on peut toujours rêver. Merci beaucoup. Un débat qui rebondira dès demain, ce samedi, dans les colonnes de l'équipe avec Liliane, qui reviendra sur ce cas. Bray Hartley, qu'on suivra avec grande attention. On continuera aussi à suivre évidemment les suites du feuilleton Joel Embiid peut-être, ou de Youssouf Afal, on verra bien. Avant de conclure, j'aimerais faire un petit tour de table rapide, que vous me donniez chacun votre coup de cœur de la semaine. Voilà, on innove. Qui veut se lancer? Coup de cœur basket, évidemment. Moi, c'est pas forcément le coup de cœur de la semaine sur un match, etc. C'est plus sur une situation. J'ai un coup de cœur pour les journalistes du Populaire du Centre à Limoges, qui sont mis à rude épreuve par leur club, qui sont bordurés de partout, qui n'ont plus le droit d'appeler les joueurs, qui se font jeter, enfin qui sont menacés. Enfin, on veut leur faire signer des chartes, on veut plus leur parler. Voilà, et je dis, ils font bien leur boulot. Ils défendent une équipe parce qu'ils aiment le basket. On oublie qu'ils font pas ça par contrainte. Ils aiment le basket, ils aiment cette équipe de Limoges. Ils essayent de faire le travail, alors laissez-les travailler. Un coup de cœur sans transition pour les petites équipes de la conférence Ouest qui sont en train de bouleverser un peu la hiérarchie, et c'est assez frais à voir. Sauf Phoenix. Sauf Phoenix, évidemment. Non, je pensais plutôt aux Memphis Grizzlies qui viennent de battre des Bucks. Je pense aux Sacramento Kings qui sont en train d'amener un petit vent de fraîcheur dans cette conférence qu'on pensait un peu cloisonnée aux grosses équipes.
Et on voit que même dans une conférence aussi dense, on peut amener des choses un peu nouvelles, soit avec l'attaque à outrance comme Sacramento, soit avec un retour aux bases défensives comme Memphis. Et c'est plutôt cool à voir. Amaury ? Moi, je vais faire plutôt classique. On peut pas finir la semaine sans mentionner LeBron James, qui devient 5e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Et un petit lot de débat qui va avec, puisque, je me souviens, donc, Gaëtan, t'avais tweeté un peu ce chiffre de l'âge auquel il a passé ce cap, et donc plus jeune que Michael Jordan ou Kobe Bryant, et du coup, retour sur le débat, LeBron est-il au-dessus de MJ, et généralement, c'est toujours un flot de haters et de... Il est certain que si LeBron continue sur ses moyennes en carrière, il peut terminer meilleur marqueur de l'histoire devant Karim Abdul-Jabbar et ses 38 000 et quelques points. C'est une certitude, il a encore besoin de jouer 5 ans et il sera numéro 1. Physiquement... Il fait tout ce qu'il faut pour ça. Exactement, Liliane. Exactement. Donc on suivra ça aussi avec grande attention. Je pense qu'on en reparlera de LeBron James pour ton plus grand plaisir, Amaury, pour le nôtre et pour le vôtre. Voilà, c'était l'équipe basket. À la semaine prochaine. Ciao, merci. Salut. Merci, au revoir.